Édition du 25 septembre 2020. Bienvenue au balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Max Boudreau. Et Max, on a de la grande visite ce matin alors que Charles Dubé-Bresse se joint à nous. Je dois dire, par contre, je pense, Max, que Charles s'est fait avoir un peu. Parce que tu sais, lorsqu'on a la chance de présenter des matchs sur les ondes de RDS et de RDS2, on a des IPP, des fameux In Production Promo. Ça, en gros, quand on vous dit les fameux PP, donc, exemple, si on présente du golf dans 3 jours sur RDS, eh bien, on parle de ce fameux tournoi-là. Et il y a un des IPP qui est la balado du centre-ville. Et là, en ondes, j'ai dit à Charles, il semble que ça fait longtemps que tu n'es pas venu avec nous. Et là, il dit, ben écoute, tu as simplement qu'à m'inviter. Je dis, ben parfait, c'est fait. Alors là, Charles était un peu pris à dire oui en ondes. Et le voici, vendredi 25 septembre, avec nous. Charles, toujours un plaisir de t'avoir en notre compagnie. Ben, vraiment le fun d'être avec vous, puis ça démontre aussi tes qualités de coach un peu, parce qu'on dit quand tu es coach, il faut que tu sois fin stratège, puis je pense que tu as vraiment démontré tes qualités là-dessus, Alex. Messieurs, depuis le dernier balado du centre-ville, donc il y a une semaine, il s'est passé énormément de choses. Pour les gens peut-être qui n'ont pas vu de match du tout, les Lakers de Los Angeles mènent maintenant 3-1 dans leur série contre les Nuggets de Denver en vertu de leur victoire acquise jeudi soir. Et le Heat de Miami mène 3-1. J'aimerais simplement vous rappeler que j'avais prédit une victoire du Heat dans cette série-là. Pour le moment, ça paraît très bien, mais je pourrais paraître très mal dans 3 matchs à peine. Le match donc numéro 5 sera diffusé sur les ondes de RDS ce soir à compter de 20h30. Dans la dernière semaine, messieurs, ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est ce tir à la dernière seconde qui a fait le tour du monde pour Anthony Davis pour donner la victoire aux Lakers dans le match numéro 2. Et pour les gens qui n'ont pas vu ce dernier tir, il y a on dit souvent que le basketball, c'est un jeu d'erreur. Ben, dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'est produit. Comment vous avez vu ce dernier jeu donc, qui a mené au panier d'Anthony Davis? Peut-être à commencer avec Charles. Oui, il y a eu une certaine confusion défensive là-dessus. Je pense qu'il y avait plusieurs façons de le défendre si c'était Denver. On a vu qu'ils ont embarqué Mason Plumlee sur le terrain avec la menace d'Anthony Davis qui allait peut-être juste plonger au panier, recevoir un ballon dans les airs. Donc, on a mis un défenseur grand, costaud, athlétique pour l'empêcher de faire ça. On a décidé de mettre Jokic sur le joueur qui mettait la balle en jeu. Donc, Jokic qui est l'autre très grand joueur des Nuggets sur un petit Rajon Rondo qui mettait la balle en jeu. Donc, ça rendait les angles de passe un peu plus compliqués là-dessus. On avait décidé de ne pas faire switcher Jokic sur le joueur qui allait sortir, ce qu'on appelle un switch-out, parce que dans ce cas-là, Jokic aurait commencé dos au ballon et non face au ballon comme il a fait. Donc, la situation, je pense que c'était une isolation pour LeBron James vers la zone du coude, du elbow, avec tous les joueurs de l'autre côté. Je pense que ce qu'Anthony Davis a décidé de faire, c'est une improvisation. Je pense qu'il s'est dit qu'on allait vraiment se méfier de lui au panier, a décidé de ressortir à 3 points du même côté que LeBron. Et lui et Rondo ont dit que le jeu était fait pour LeBron. Et ce qui est étrange, c'est qu'au début de la séquence, Plumlee et Jeremy Grant qui défendaient sur LeBron James se font des signes. C'est Grant d'ailleurs qui dit, qui semble pointer en disant sois prêt à changer sur l'écran, sois prêt à switcher si James fait un écran pour Davis. Et James n'a jamais eu l'intention de faire un écran là-dessus. Tout ce qu'il faisait, c'était demander la balle avec plus ou moins de conviction. Et puis, à ce moment-là, Plumlee qui décide de ne pas suivre Davis, de bifurquer complètement vers LeBron James, alors qu'il y avait largement l'espace pour lui de passer. Alors, grosse erreur de Plumlee là-dessus, qui était trop concerné par la présence de James, forcément, qui est un des plus grands joueurs de tous les temps. Ça peut se comprendre, mais c'est quand même une énorme erreur. Ça a libéré Davis, Jokic qui voit ça à la dernière seconde, qui essaie de contester le lancer. Qui y arrive quand même d'une certaine façon, mais Davis a les qualités pour le mettre. Puis cette erreur de Plumlee là, coûte une égalité 2-2 en ce moment dans la série, plutôt qu'une série qui est contrôlée jusqu'à maintenant par les Lakers. Max, est-ce que... Ben c'est ça. C'est facile de dire que ça serait peut-être 2-2, mais on ne sait pas par la suite ce qui se serait déroulé dans le match numéro 3. Max, est-ce que cette série-là entre les Nuggets et les Lakers est peut-être plus serrée que ce à quoi tu t'attendais? Parce que si on enlève peut-être le match numéro 1, les 3 autres matchs ont quand même été très serrés. Les Nuggets qui sont revenus de l'arrière, on s'en souvient, dans le match numéro 2, ont mené une bonne partie du match numéro 3. Mais hier, un match âprement disputé.
Et si ça n'avait pas été des fautes, peut-être en fin de match, peut-être effectivement que ce serait 2-2 présentement. C'est sûr que c'est plus serré qu'on le pensait, mais j'ai l'impression de voir les Nuggets avec. C'est comme une vie de chat en ce moment. Ils ont 7 vies, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois qu'ils font face à l'élimination, on se dit OK, ils sont finis, c'est une équipe de saison régulière, ils n'ont jamais rien gagné en série. Et à chaque fois, ils nous le démontrent dans les 6 matchs qu'ils ont fait face à l'élimination, ils ont gagné. Et là, en ce moment, c'est la première fois dans la série contre les Lakers qu'ils vont faire face à l'élimination. Mais comme tu l'as mentionné, oui, OK, si les gens ouvrent les journaux ou regardent les sites Internet, ils voient Lakers 3-1 contre Denver, mais les matchs sont extrêmement serrés et ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. On parle du tir d'Anthony Davis réussi lors du match numéro 2, mais il faut savoir que c'est Jokic qui avait pris l'équipe sur ses épaules au 4e quart et qui avait finalement donné les devants aux Nuggets contre les Lakers. Et lors du match numéro 3, une belle performance là, de Jokic et Murray. Et hier aussi, on a une super belle performance. Le problème, c'est que beaucoup trop de fautes et on envoie LeBron et Anthony Davis 14 fois au lancer franc. Oui. Encore une fois, un problème de faute. On se souviendra, c'est exactement ça dans le match numéro 1. Mike Malone n'était pas très heureux au terme du match numéro 1. Pas très heureux également au terme du match d'hier. J'aimerais vous entendre, messieurs, j'imagine que vous l'avez vu, au 2e quart. Jamal Murray, et je l'ai tweeté quelques secondes plus tard, Jamal Murray il est allé encore une fois d'une performance exceptionnelle dans ce match-là, mais dans le 2e quart, il est allé d'un tir renversant aux dépens de LeBron James, qui m'a fait penser là, pour une des rares fois à Michael Jordan. Est-ce que, pour vous, Jamal Murray est en train de devenir la grande vedette pour le moment là, des séries éliminatoires 2020? Je ne sais pas s'il est la grande vedette. Il est une des grandes vedettes, c'est sûr. D'une certaine façon, on peut dire la même chose de Nikola Jokic, qui clairement s'est établi sans l'ombre d'un doute comme un des 10 meilleurs joueurs de la NBA. Vraiment un joueur qui est capable de prendre une équipe sur ses épaules. On a vu sa série contre les Clippers qui était simplement majestueuse. Puis c'est vraiment deux joueurs qui se complètent extrêmement bien parce que je pense que Murray bénéficie beaucoup de la présence de Jokic et vice-versa. Ils sont vraiment parfait pour jouer l'un avec l'autre. Donc, sans rien enlever à Murray, je pense qu'on peut dire la même chose de Jokic. Mais il reste que Murray a démontré des choses dans ces séries éliminatoires qui vont lui permettre d'atteindre des nouveaux sommets, ou à tout le moins, il est en train de mettre la barre très haute pour lui-même parce que c'est un joueur qui, en saison régulière, est à 18-19 points de moyenne, en dessous de la moyenne de la NBA en termes de pourcentage de tir à 3 points, ce qui est surprenant vu tout ce qu'on l'a vu mettre dans les 3 premières séries. Mais il reste que Murray, maintenant, 26, 27 points, quelque chose comme ça en série depuis le début. Très efficace à 3 points, presque 50%. Bon, c'est sûr que ça va être dur à maintenir sur 82 matchs, mais les gens vont attendre de Jamal Murray l'année prochaine qu'il soit un des 25 meilleurs joueurs de la Ligue, voire mieux, ce qui n'est pas une sphère facile à intégrer. On l'a vu avec Pascal Siakam en play-off, alors que Pascal avait clairement été un des 20 meilleurs joueurs de la NBA cette année. Mais je pense que Jamal Murray, oui, est en train de se créer un nouveau statut. On va l'attendre au match des étoiles l'année prochaine. Puis on va créer aussi des nouvelles attentes pour les Nuggets avec sa performance puis celle de Jokic, parce que là maintenant, on ne parlera pas juste de Lakers versus Clippers l'année prochaine. Je pense que les Nuggets vont vraiment faire à part entière de cette conversation-là. Et ce que j'aime beaucoup dans le cas de Jamal Murray, c'est que son total de points augmente à chaque match contre les Lakers. Donc 21 dans le match numéro 1, 25 dans le match numéro 2, 28 dans le match numéro 3 et 32 dans le match d'hier. Très efficace également. 12 en 20 du plancher. Max, est-ce que Jamal Murray est devenu le porte-étendard du basketball au Canada, selon toi? Écoute, le porte-étendard actuel, oui. Écoute, c'est un des derniers joueurs canadiens qui joue en ce moment. On peut reparler là, de Kelly Olynyk avec le Heat qui joue un peu moins ces temps-ci. Mais c'est sûr que Wiggins. Plus que Wiggins, oui, Wiggins, on ne l'a pas vu. Malheureusement, il a été échangé avec Golden State. Si ces joueurs-là sont tous en santé l'année prochaine, il va peut-être se rendre loin en série, mais je ne pense pas qu'il va avoir des performances de la trempe à Murray. On blaguait, moi puis toi, Murray, ronde contre le Jazz, il y avait des statistiques de 2K, de jeux vidéo. C'était incroyable, les tirs qu'il réussissait. Puis c'était match après match. Là. Je pense qu'il y a eu 3 matchs en haut de 50 points. Donc, pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est rendu le porte-étendard. Oui, il y a beaucoup de
yeux braqués sur lui. Et c'est le futur, là, le futur joueur étoile. Là, on ne sait pas avec les nouveaux horaires, avec les Olympiques pour l'année prochaine, mais s'il devrait porter le dossard canadien, ce serait lui le meneur de jeu et peut-être lui le leader de l'équipe. Parce que Nick Nurse a dit hier dans le bilan des Raptors qui s'attend à ce que Jamal Murray participe donc aux Jeux olympiques. Si jamais, parce qu'il faut le dire, si jamais les joueurs de l'NBA se rendent aux Jeux olympiques, parce que là, si la saison commence, exemple au mois de janvier, il y aura peut-être un conflit d'horaire entre les Olympiques et la saison ou les séries de la NBA. Ce serait effectivement très dommage, mais on verra ce qui se passe de ce côté. Oui, Charles? Ben, je l'ai mentionné, déjà, je pense que c'est une grosse fleur qu'on fait à Andrew Wiggins de parler de lui comme étant un porte-étendard du basket canadien parce que sa carrière est quand même assez décevante jusqu'à maintenant, vu les attentes qui étaient placées en lui quand il a été repêché en 2014. Est-ce qu'elle est décevante en raison des attentes ou elle est décevante tout court? Ben, elle est décevante en raison du potentiel que ce joueur-là a démontré quand il était en high school puis à l'université. C'est sûr que si Andrew Wiggins est repêché 15e au lieu d'être repêché premier, effectivement, on ne parlerait peut-être pas d'une carrière décevante, mais je veux dire, son statut de premier choix repêchage était en partie dû au fait que ses qualités physiques et athlétiques auraient pu faire de lui l'un des meilleurs défenseurs de la NBA à son poste. En réalité, toutes les stats avancées montrent que c'est un des pires défenseurs de la NBA à son poste. Donc, c'est un joueur, c'est vraiment la définition des calories vides depuis qu'il est en NBA. Je veux dire, il y a une saison, je pense qu'il est à 22 points de moyenne, mais c'est des stats qui ne veulent pas dire grand-chose étant donné son peu d'efficacité du terrain, son incapacité à shooter de loin. Et puis, en termes de porte-étendard du basket canadien, mais je veux dire, il n'a pas porté beaucoup le dossard canadien. Il n'a pas démontré son intérêt là-dessus depuis quelques années. Moi, je pense que le vrai porte-étendard du basket canadien, il reste que c'est les Raptors de Toronto, d'abord et avant tout, même si ce n'est pas un joueur. Et puis l'autre joueur qui peut éventuellement complémenter Jamal Murray, pour revenir à ce que Max disait sur l'équipe canadienne, ça peut faire vraiment un backcourt exceptionnel avec Shai Gilgeous-Alexander qui est quand même déjà à 20 points de moyenne ou presque à sa deuxième saison à Oklahoma City. C'est un joueur extrêmement talentueux. Personnellement, si j'avais à miser, je pense en dire qu'il va y aller ou il ne va pas y aller, je pense que Gilgeous-Alexander va être au match des étoiles éventuellement, tout comme Jamal Murray. Donc on aura peut-être la chance d'avoir deux All-Stars canadiens en même temps. Revenons, messieurs, si vous le voulez bien, là, sur le match d'hier entre les Nuggets et les Lakers. On vous le rappelle, victoire des Lakers qui prennent les devants 3-1 dans cette série. Avez-vous été surpris de voir que Frank Vogel a mis Dwight Howard au sein de la formation partante à la place de JaVale McGee? Et est-ce que vous êtes surpris que ça a pris autant de temps avant que Frank Vogel y ait de cette décision-là? Je vais commencer. Je ne suis pas surpris. Pardon, je vais lever ma main pour parler maintenant. Je ne suis pas surpris. Je pense qu'on avait fait le match numéro 2 ensemble, Alex. C'est sûr que déjà là, on en parlait, surtout là, de qu'est-ce que Dwight Howard avait apporté lors du match numéro 1, une présence un peu plus physique que JaVale McGee et il créait un peu plus de difficulté là, à Jokic à marquer contre lui versus, je pense, le premier match numéro 1, l'affrontement Jokic contre McGee. Je pense que Jokic avait marqué 8 premiers points contre JaVale, puis après ça, on avait cloué JaVale sur le banc. Donc, un peu... c'est sûr que je vais laisser l'entraîneur là, Charles parler là, des alignements et tout ça, mais en tant que maintenant analyste et ancien joueur, ben, tu veux aller avec ceux-là qui te donnent le plus. Et en ce moment, c'est sûr que si tu fais la comparaison entre Howard et McGee, ben Howard, le problème, c'est que Howard aussi, des fois, et on l'a vu, est capable d'aller chercher les fautes techniques, malheureusement, parce qu'il est très, très, très émotif et aime ça beaucoup chialer avec les arbitres. Donc, c'est sûr que c'est un entraîneur, oui, OK, il t'apporte beaucoup côté productivité, côté physique, mais en même temps, il peut mettre son équipe dans le trouble en allant chercher une faute personnelle et après ça, une faute technique. Mais moi, personnellement, je l'aurais vu dans l'alignement du 5 partant plus rapidement que juste le match numéro 4. Mais je vais laisser la table à Charles là, pour savoir en tant qu'entraîneur pourquoi Frank Vogel n'a pas changé son alignement. Parce qu'aussi, il faut savoir que dans le match numéro 1, dès la première fois où Jokic touche au ballon, McGee, il va d'un bloc. Alors là, on se dit, j'imagine que cet affrontement-là entre McGee et Jokic va peut-être être, sans dire plus serré, mais ça va être quand même bien. Et finalement, comme tu l'as dit, il a connu un très bon premier quart. Donc, Charles, est-ce que tu as été surpris de voir que ça a pris autant de temps pour que Dwight Howard intègre la formation partante des Lakers?
Oui, j'ai été surpris. Je te rejoins, Max, là-dessus, parce que, en quelque part, je pense que une des réelles problématiques pour les Lakers, mais problématique au sens positif de la chose aussi, c'est quelle identité tu veux avoir à l'intérieur de certaines séries, à l'intérieur de certains matchs, comment tu changes d'identité aussi, parce que les Lakers, j'ai envie de te dire, pour être à leur plus fort offensivement, leur meilleur alignement, c'est probablement Davis, leur 5, puis en 2, 3, 4, autour de LeBron James, c'est soit une combinaison de shooters avec soit Kuzma, Caldwell Pope, Danny Green, ou alors on intègre Rajon Rondo, Caruso en fonction des match-ups qu'on veut avoir. Donc, d'un côté, tu gardes ce line-up petit-là avec Davis en 5 pour un certain nombre de minutes dans le match. Moi, la question que je me suis toujours posée, c'est, je comprends pourquoi au début de la saison, dans la situation de Dwight Howard, qu'on lui disait, écoute, puis lui-même, Howard l'a proposé aux Lakers, de dire, garantissez-moi même pas mon contrat, je vais bien me comporter. Si je bouge une oreille, vous me coupez. Puis c'est ce que les Lakers lui ont dit. Donc, dans ce cas-là, ça serait incompatible avec le fait de lui donner le poste de titulaire en 5. Sauf que, au bout de plusieurs mois, Howard a prouvé que son comportement allait être bon avec les Lakers puis qu'il allait vraiment être une plus-value pour eux. Donc, à ce moment-là, moi, je suis surpris quand on n'a pas fait en série le changement, un peu comme le Heat a changé son alignement à un moment donné, de dire, regarde, là, c'était bien beau, c'était bien le fun avec Myers Leonard, mais notre meilleure équipe, ça va être Adebayo en 5, puis on va insérer un ailier de plus avec Jay Crowder. Donc, les Lakers, moi, je pense que, OK, si tu veux garder ton identité grande, physique, défensive pour commencer les matchs, c'est correct que Davis, ça soit ton 4 et pas ton 5, mais dans ce cas-là, je pense que le meilleur joueur des deux, entre Howard et McGee, c'est clairement Dwight Howard. Donc, moi aussi, je m'attendais à voir ça un peu plus tôt. Je pense que Howard est capable de match avec la production qu'il a donnée hier, qu'il avait donné un peu plus tôt dans la série aussi, beaucoup plus que JaVale McGee. Puis je finis toujours par trouver ça un peu étrange des fois quand on dit, comme les Lakers ont fait dans le match numéro 3, McGee est dans ton 5 de départ, tu le fais jouer les 8 premières minutes du match, puis après, tu le joues plus. Donc, c'est comme si, en quelque part, dans le fond de ta tête, tu savais qu'il ne va rien t'amener, ou presque, à part une identité, en théorie, pour ton équipe. Au bout de 8 minutes, tu te dis, bon, mais c'est bon, ça donne rien, on l'enlève de là. J'ai envie de dire, c'est presque parce que tu le savais déjà, puis tu l'as mis dans le 5 par principe, parce que, bon, tu ne changes pas ta recette gagnante qui t'a fait gagner le match numéro 1, numéro 2, mais tu sais que tu ne peux pas t'attendre à grand-chose de sa part. Donc oui, je suis un peu surpris qu'on n'a pas fait le changement avant, puis peut-être que Vogel attendait simplement une défaite pour dire, bon, ben écoute, tant qu'on gagne, on reste avec ce qu'on a, mais on est prêt à jouer cette carte-là. Howard va jouer beaucoup plus de minutes, va être dans le 5 à la place de McGee, puis éventuellement, on transfère vers Anthony Davis pour le line-up complémentaire ou le line-up de fin de match, qui est notre meilleur line-up offensif sans trop qu'on sacrifie de défense. Oui, parce que hier, Dwight Howard, en première demi, il a terminé donc les 24 premières minutes avec 11 points, 10 rebonds, déjà un doublé pour Dwight Howard, et c'était seulement son 3e départ de la saison. Charles, tu m'ouvres la porte à une question, une parenthèse. Pourquoi il y a des formations essentiellement, on pense même aux Clippers, un gars comme Lou Williams est le 6e homme, un gars qui vient du banc et qui va jouer davantage que les joueurs qui forment le 5 partants. Pourquoi il y a des équipes qui s'entêtent à faire partir un joueur et ce joueur-là peut-être va jouer 18 minutes alors que tu as des gars de banc qui vont terminer le match à 25, 26 et 27 minutes? Ben, quand tu es entraîneur, surtout à ce niveau-là, en général, tu planifies un peu tes rotations, puis tu vas éventuellement suivre ou ne pas suivre exactement le plan que tu as fait avant le match avec ton coaching staff. Mais tu sais déjà à peu près, comme on voit très bien, les Lakers, leur plan, c'est que, par exemple, LeBron James va avoir un repos milieu de premier quart, milieu de deuxième quart. Anthony Davis, lui, un seul repos par demi, qui est en général début du deuxième et début du quatrième quart. Donc ça, c'est déjà planifié. Puis à moins que le scénario du match, comme dans le match numéro 3, ils n'ont juste pas sorti Davis en deuxième demi parce que forcément la seule façon de revenir de moins 20 c'était de laisser Davis sur le terrain. Donc tu as une planification qui fait en sorte que des fois tes joueurs de banc ont un rôle à jouer sur la deuxième unité qui va s'étendre un petit peu parce que tu as besoin du rôle qui t'amène souvent, par exemple dans le cas de Lou Williams, de sa création offensive, de la menace qu'il peut apporter sur pick and roll. Donc si tu vas avoir ce garde-là qui t'amène une trentaine de minutes de ça, il va finir par dépasser les minutes de certains titulaires. Et de mettre, par exemple, pour reprendre encore cet exemple-là, de mettre Lou Williams dans ton 5 de départ,
ben, il y a un côté où à un moment donné, on se marche sur les pieds un peu parce que Kawhi a besoin du ballon, Paul George a besoin du ballon. Donc, si tu as Lou Williams qui a besoin du ballon aussi, ben, au final, tu n'as rien qu'un ballon pour tous ces joueurs-là. Ouais. Puis sans compter qu'occasionnellement, tu as d'autres joueurs qui vont prendre des lancers. Donc, des fois, c'est une question de compatibilité. Par exemple, c'est pour ça qu'un joueur comme Danny Green est toujours sur le 5 majeur de ses équipes parce que lui, il n'a pas besoin du ballon puis il défend. Donc, il fitait très bien à Toronto autour de Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Pascal Siakam. Il fit bien dans le 5 de départ de Los Angeles autour de Anthony Davis et LeBron James. Donc, tu as des joueurs comme ça dont le rôle fait en sorte que tu vas équilibrer un peu plus ton attaque et ta défense. Tu vas dire, ben, écoute, de toute façon, LeBron et Davis vont avoir la balle, donc j'ai pas besoin d'un scoreur en plus. J'ai besoin d'un gars qui peut espacer le terrain autour de ces gars-là et défendre, d'où le rôle de ce qu'on appelle les 3&D, les joueurs qui défendent et tirent des 3 points, puis ils font à peu près que ça en NBA. Donc, tu peux l'avoir avec des grands aussi, tu peux avoir ce qu'on appelle des rim rollers, des joueurs qui sont capables de poser des écrans plongés au panier, complémentent bien tes créateurs du périmètre. Un peu ce que Daniel Theis fait avec les Celtics, par exemple. Est-ce que Daniel Theis est plus important que Marcus Smart ou Gordon Hayward, un des deux n'étant pas dans le 5 de départ des Celtics? Non, mais il fit mieux autour de Jason Tatum, Kemba Walker et Jaylen Brown. Donc, il y a plusieurs minutes que quand ces gars-là ne seront pas sur le terrain, là, tu peux avoir tes joueurs de banc. Donc, c'est ça qui est dans ta réflexion comme entraîneur de construction de ta rotation puis de ton effectif. Et ça explique le nombre de minutes que les joueurs jouent souvent aussi. Max, lorsque j'ai eu la chance de faire le match numéro 3 entre les Nuggets et les Lakers avec Charles, à la demi, on a fait un Facebook Live et on a eu une très bonne question. Il y a une personne à la maison qui nous a demandé, pour vous, qui est le joueur le plus important du côté des Lakers? Est-ce que c'est LeBron James ou Anthony Davis? Et j'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là. Hey boy, je me souviens plus d'avoir écouté cette question-là, mais c'est bon. Je pense que LeBron James est super important parce qu'on l'a vu, Anthony Davis, si c'est la pierre angulaire, si c'est l'option numéro 1, comme avec la Nouvelle-Orléans, il va avoir peut-être un peu plus de difficulté à ce que tous les yeux sont braqués sur lui. Donc, la présence de LeBron James, et même si les chiffres de Davis sont plus grands que LeBron James, si LeBron n'est pas là, Anthony Davis n'est pas là. Anthony Davis est comme l'option 1B, je te dirais, de toutes les équipes. Il aime que le spotlight soit sur LeBron tout le temps, mais lui, il est capable de faire ce qu'il est capable de faire. Donc, il a des super bonnes statistiques. C'est un joueur extrêmement polyvalent. Il est capable d'aller chercher des rebonds, quoique le match numéro 2, là, il a fini avec seulement 2. Est capable là, de tirer du 3 points comme on l'a vu dans les matchs aussi. Mais 3. Je crois que en ayant sa présence à LeBron, Anthony Davis n'a pas la saison qu'il connaît là, en ce moment. Et tu en parles des chiffres pour Anthony Davis. Dans cette série contre les Nuggets de Denver, 32,3 points par match, tire à 56%. Et comme tu l'as dit, c'est une machine au rebond, quoique dans les 2 derniers matchs, 2 rebonds seulement dans le match numéro 3. Et hier, 5 rebonds seulement. Et si ma mémoire est bonne, il y en avait un seul à la demi pour Anthony Davis. Pour finir sur ce sujet-là, Charles, est-ce que tu penses que les Nuggets ont encore un peu de magie en eux? On se souviendra, ils sont revenus de l'arrière 1-3 contre le Jazz, 1-3 contre les Clippers. Et je me souviens très bien qu'il y a plusieurs personnes qui se disaient « Attendez, oui, ils sont revenus 1-3 contre le Jazz, mais les Clippers, c'est pas la même chose. Ils sont revenus. » Et là, il y a un paquet de gens qui disent « Attendez, c'est LA, c'est LeBron, Anthony Davis, cette série-là est terminée. » Pour toi, est-ce que tu vois une façon que les Nuggets peuvent battre les Lakers 3 fois de suite? Je pense que ça serait naïf un peu de dire qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont tellement démontré des belles choses. Puis c'est une équipe au-delà du narratif assez simple de dire ils perdent 3-1, ils remontent. Ouais. Ben, en réalité, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des matchs. C'est ça qui est important de savoir. Puis je pense que Denver, à la base, c'est une équipe qui ne doute pas. C'est une équipe qui joue très bien, voire même qui joue mieux que les Lakers dans l'absolu en termes de style. Je te parle de globalement comment le ballon va bouger, de comment obtenir le genre de situation qu'ils veulent avoir avec la présence de Murray, la présence de Jokic. Je leur donnerais quand même une légère supériorité aux Lakers là-dessus. Après, c'est pas une équipe qui peut défendre, à mon avis, au même niveau que les Lakers. C'est pas une équipe qui a
tout à fait le même star power non plus, parce que Jokic et Murray sont exceptionnels, mais il reste que si j'avais à jouer un match avec ma vie en jeu, j'hésiterais même pas à prendre LeBron et Anthony Davis avant de prendre Jokic et Murray. Donc, ce qui m'inquiète un peu pour les Nuggets, c'est le fait que les Lakers, ils ont juste besoin de gagner une fois. Puis je pense qu'un joueur expérimenté comme LeBron, avec un joueur comme Anthony Davis, que je pense qu'il doit commencer à sentir que c'est maintenant sa consécration comme vrai superstar de la Ligue. Je veux dire, il n'y a pas de doute que c'est un des 7-8 meilleurs de la Ligue depuis quand même déjà 3 ou 4 ans, mais là, c'est sa consécration pour dire il va avoir du succès. Il est dans une situation parfaite pour le faire parce que, comme Max le disait, je pense qu'il bénéficie beaucoup de la présence de LeBron James avec lui et vice-versa parce que LeBron est rendu à 35 ans, ne peut pas nécessairement faire ce qu'il faisait peut-être en 2015-2016 avec les Cavaliers ou même avant avec le Heat. Donc, a besoin de Davis. Puis je pense que LeBron et Anthony Davis sentent ça. LeBron comprend aussi que pour qu'on inclut dans la discussion avec Jordan, qui est un 4e championnat avec une 3e équipe différente, il reste pas la ligne d'arrivée n'est pas si loin que ça. Là. Ça leur prend 5 autres victoires. Donc, je serais surpris de voir les Lakers en échapper 3 de suite. Même si Denver peut très bien gagner le match 5 et se regarder dans les yeux et dire « Hey, on a déjà été là. » C'est been there, done that. On va gagner notre confiance, on va faire douter les Lakers, on va pousser ça en 7. Donc, ce scénario-là peut arriver, mais je ne miserai pas là-dessus. Je pense quand même que les Lakers vont quand même gagner un des 3 prochains matchs puis accéder à la finale d'NBA. Charles, tu sais très bien que si LeBron James sera en finale et s'il devait gagner un 4e titre, il y aura toujours Peter pour nous dire « Oui, mais c'est 4 titres en 10 présences en finale. » C'est certain que Peter va prononcer ces mots-là exactement. Pour revenir sur la performance de Davis, hier, il n'avait aucun rebond à la demi. Donc, c'est vraiment bien repris lors de la deuxième demi. Si vous voulez bien, messieurs, on va traverser dans l'Est, puisqu'on vous présentera le 5e match de cette série ce soir. Donc, vendredi soir, le 25 septembre, sur les ondes de RDS, entre les Heat et les Celtics de Boston. Messieurs, 3-1 pour le Heat. On ne peut pas dire que le Heat a nécessairement bien mieux joué que les Celtics depuis le début de cette série. Malgré tout, mène 3-1. Et il y a vraiment, je pense, un nom qui était sur toutes les lèvres lors du match numéro 4, Tyler Hero. Et ce qui me fait très mal, messieurs, c'est lorsqu'on regarde la date de naissance de Tyler Hero, le 20 janvier 2000. Donc, Tyler Hero est en train de devenir une vedette là, pour le Heat de Miami. Il est né en 2000. Ça nous vieillit tous, assurément. 37 points dans le match numéro 4. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Tyler Hero? Et peut-être, Max, également, qu'est-ce qui fait en sorte que Tyler Hero a été en mesure d'être aussi efficace dans le match numéro 4? Il faut mentionner aussi qu'il n'était pas sur le 5 partant, donc il a joué 36 minutes, terminé avec 37 points, puis il a commencé du banc aussi, donc ça va dans la lignée que Charles parlait. Mais pour Tyler Hero, on savait toujours que c'était un excellent franc-tireur, mais je pense que le dernier match, le match numéro 4, il a juste gagné en rythme. On l'a vu là, tôt dans le premier quart, dans le deuxième quart, réussir extrêmement difficile. Là. Je me souviens d'un runner, je pense, en courant, en levant dans les airs, puis il a réussi là, avec le bank shot. C'est le genre de tir que pour un franc-tireur, et non, je ne l'étais pas, là, mais je suis sûr que je me souviens dans la tête là, des Will Archambault et tout ça. Lorsque tu commences à réussir ce genre de tir, là, tu gagnes en rythme et tu gagnes en confiance. Et par la suite, écoute, il a fini le match avec 14 en 21, 5 en 10 du 3 points. C'est à peu près le seul qui était capable de réussir des 3 points dans son équipe parce que le reste du Heat avait beaucoup de difficultés. Mais qu'est-ce que j'aime aussi de lui, et j'espère qu'on va peut-être le voir ce soir ou plus en parler, c'est qu'il est capable de se déplacer sans le ballon. C'est pas un joueur vraiment, lorsqu'il n'y a pas le ballon, qui reste fixe sur sa ligne de 3 points puis qui attend juste de recevoir. Il est capable de courir le long de la ligne, couper vers l'écran, utiliser les écrans pour bien se démarquer, un peu comme un ancien J.J. Redick là, faisait là, lorsqu'il était à Duke ou lorsqu'il était dans ses premières années là, dans la Ligue. Il était capable de se déplacer, ou ça me fait penser à un Reggie Miller, que tout le monde savait que le ballon s'en allait dans ses mains, mais qu'il y avait au moins 1 ou 2 ou 3 écrans pour lui pour se déplacer, se libérer. Donc, je pense que c'est ça qu'on a vu là, lors du dernier match. C'était vraiment une éclosion là, de son talent. Là. On savait que c'était un excellent joueur. Il vient de l'Université de Kentucky. C'est un choix de première ronde. Je pense qu'il était 14e au total. C'est sûr que, écoute, c'est une année recrue pour lui. Ça s'est fait sur un coin de flip, là, sur un pile ou face pour savoir qui allait obtenir le 13e choix et le 14e choix. Tout juste devant les Celtics qui ont repêché 14e et qui voulaient d'ailleurs avoir Hero.
Exactement. Puis il aurait bien fité avec les Celtics. Et je pense pas que c'est un joueur qui te cause du trouble. Mais du côté d'offensif, du côté de l'attaque, c'est vraiment un joueur que s'il gagne son rythme, mais fait attention parce qu'il va pouvoir réussir des tirs après des tirs après des tirs. Puis on l'a vu là, lors du match numéro 4, là, terminé avec 37 points. C'est le premier joueur, là, je pense que c'est le deuxième plus jeune joueur après Derrick Rose à réussir plus que 35 points dans un match de la Ligue. Jean, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Tyler Hero dans le match numéro 4? Ben, c'est tout à fait à l'image du Heat. C'est un joueur qui a peur de rien d'abord et avant tout. Pour moi, c'est drôle, mais je le considère même pas tant que ça comme un shooter. Pas pour renier les qualités énormes qu'il a au niveau de son tir extérieur, mais dans le sens qu'il est beaucoup plus que ça. C'est un joueur qui va au panier, puis c'est pour ça que je trouve que oui, je reconnais un peu certaines qualités qu'il a de courir autour de certains écrans, mais en même temps, il n'a vraiment pas froid aux yeux pour aller jusqu'au panier, finir près des grands, lancer à mi-distance, même créer un peu quand il s'en va dans la clé. Il a fait une très, très belle passe dans le dernier match qui démontre des qualités de création qui sont beaucoup au-delà de celles de certains très bons francs-tireurs qu'on a eu dans la NBA dans les 10-15 dernières années, comme Kyle Korver ou J.J. Redick, là, comme Max mentionnait. Donc, Hero démontre tout ça à l'âge de 20 ans à peine. C'est vraiment, vraiment énorme comme performance de sa part de le faire en finale de conférence aussi contre des joueurs qui sont, potentiellement meilleur ou à tout le moins plus référencé que lui, il l'est parce qu'il vient juste d'arriver. Mais il reste que vraiment Hero donne un boost, je dirais même inespéré au Heat parce que je pense que le Heat, autant ils ont cru et croient en lui. Je pense que si tu avais demandé à Pat Riley ou Eric Spoelstra avant la série, si tu penses que Tyler Hero va scorer 37 points dans un match, je pense que tu aurais misé sur non plus que sur oui. Puis ça ne veut pas dire que tu ne penses pas qu'il va te faire des matchs à 18-20 points, mais de là aller jusqu'à 37 et c'est d'autant plus que cette performance-là mène à une victoire. Bon, ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans cette série-là, c'est qu'après 4 matchs, le score cumulé est 441-441. C'est juste dommage pour les Celtics d'avoir perdu 2 avances comme ça dans les matchs numéro 1, numéro 2. Bon, s'ils en avaient perdu seulement une des deux, on aurait une série égale à 2-2. C'est une série, tout le monde disait, ça a 7 matchs d'écrits sur la série depuis le début. Mais en même temps, le Heat est capable de régler ça. Oui, ça va peut-être être 5 finalement. Mais c'est une très bonne série. C'est une série qui est fascinante à regarder. Puis j'espère que les Celtics vont réussir à pousser ça jusqu'au bout, juste d'un œil de coach de basket, de fan de basket. Parce que je trouve ça intéressant de voir qu'il y a une équipe qui est un peu plus talentueuse, à mon avis, les Celtics, mais qui a tendance à relâcher son pied du gaz un peu plus et un peu trop. Et Miami est l'équipe parfaite pour en profiter. Puis le développement devant nos yeux de joueurs comme Hero, comme Bam Adebayo, puis de voir vraiment Jimmy Butler là, dans une situation comme ça, c'est hyper intéressant. Donc, vraiment impressionné par Hero. Puis chapeau à l'organisation du Heat pour le développement de joueurs qu'ils arrivent à faire parce que lui, mais Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Bam Adebayo et compagnie, tous ces joueurs-là, c'est tous des joueurs qui excèdent les attentes qu'on avait mises en eux, les évaluations primaires qu'on faisait sur ces joueurs-là. Donc, vraiment, un gros chapeau à l'organisation du Heat, qui est l'une des meilleures de la NBA à ce niveau-là. Il y a une personne qui doit être très contente présentement, John Calipari, avec les Wildcats de Kentucky. C'est lui qui a développé Hero. C'est lui qui a développé Bam Adebayo aussi. Et pour finir sur Hero, mon souvenir de Tyler Hero avec l'Université de Kentucky, bon, oui, c'est un bon garde, mais c'est un gars de catch and shoot. C'est pas un gars qui est impliqué beaucoup dans les pick and roll. Alors que là, on a vu la transformation d'un Tyler Hero en 1 an. Et Eric Spoelstra, là, tout le monde se souvient de lui en raison de LeBron James. Tout le monde s'est mis à le détester un peu, entre guillemets, parce que c'était à la mode de ne pas aimer le Heat et LeBron James. Mais honnêtement, il fait tout un travail présentement avec le Heat de Miami, une formation qu'on n'attendait absolument pas aussi loin en match éliminatoire. Donc vraiment, chapeau au Heat de Miami. Si on bascule du côté des Celtics de Boston, on a, sans dire qu'on a échappé le match numéro 4, mais qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, avec Jason Tatum? Aucun point lors de la première demi. Et c'est essentiellement ça qui a fait la différence. Je comprends que c'est bien repris en deuxième demi avec 28 points, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Tatum? Est-ce que
Est-ce qu'il y a une explication précise ou ce sont les tirs tout simplement qui ne rentraient pas? Ben, il y a 1 et 2, les tirs n'ont pas rentré, mais c'est aussi la défensive de zone que Eric Spoelstra utilise cause un peu de problème aux Celtics. Charles le mentionnait, on dirait les Celtics sur papier ont plus de talent, mais des fois, lorsqu'ils prennent une avance, on dirait qu'ils relâchent la pédale un peu et on commence à causer là, des revirements après revirements, puis c'est des revirements au mauvais moment et c'est les joueurs du Heat qui en prennent opportun, donc ils en prennent l'opportunité de ça, mais je regarde les statistiques, oui, 28 points, c'est parfait, mais 6 revirements pour ton joueur qui n'a pas le ballon dans ses mains tout le temps, c'est extrêmement, là, c'est beaucoup. Marcus Smart aussi, 6 revirements, et Jaylen Brown, 5. Au total, les Celtics avec 19 revirements, donc c'est un peu à expliquer là, pourquoi les Celtics un peu se tirent dans le pied, parce que sur papier, ils ont une meilleure équipe, ils effectuent des bons tirs, ils lancent pour 47% là, lors du dernier match, mais ils perdent le match par 3 points. Et la première colonne des statistiques que tu regardes, c'est revirement. Lorsque tu en commets 19 et que l'autre équipe en a juste 8, ben c'est sûr que tu vas perdre l'avance que tu as ou tu vas peut-être perdre le match de basket à la toute fin. Et Charles, est-ce que c'est moi ou depuis le début des matchs éliminatoires, il y a un paquet de joueurs des Celtics qui se disent c'est de ma faute, je dois mieux faire lors du prochain match. On l'avait avec Kemba, entre autres, contre les Raptors, Jason Tatum, après le match numéro 4. J'ai l'impression que le problème avec les Celtics, c'est qu'il n'y a pas un match où tout le monde a connu un bon match en même temps. Il y a tout le temps soit Brown, soit Walker, soit Tatum qui se disent j'aurais donc dû avoir un meilleur match, j'ai laissé tomber mon équipe. Là, il commence à se faire vraiment tard là, pour les Celtics pour être en vacances dès ce soir. Oui, je pense que c'est une équipe qui est encore en train de grandir aussi. C'est l'année 1 de Kemba Walker là-bas, sans dire qu'ils ont complètement changé leur identité parce que les autres joueurs étaient tous là, le coach était là. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'année 1 du processus Celtics parce que c'est quand même en bonne partie la même équipe qui était en finale de conférence il y a 2 ans contre les Cavaliers de Cleveland, pardon. Et je pense simplement que c'est pas une évidence dans leur équipe, c'est qui leur meilleur joueur. Je pense que dans l'absolu, c'est Jason Tatum, mais c'est simplement depuis le mois de janvier ou février que c'est clair. Même cette année, plein de gens, si tu poses la question le 15 janvier, les gens te répondent Kemba Walker. Bon, Tatum a tellement été bon en février-mars avant l'interruption de la saison que je pense qu'il a renversé la conversation vers lui. Puis c'est le joueur aussi qui a le plus les capacités d'assumer ça sur le long terme, étant donné sa taille, ses habiletés de tir, de création offensive. Vraiment, son talent pur est phénoménal. Donc, Tatum, il a les épaules pour transporter les Celtics, mais il reste que c'est un joueur très jeune. Kemba Walker, lui, c'est la star un peu plus établie dans la Ligue. C'est quand même un All-Star depuis plusieurs années. Déjà transporté une équipe sans nécessairement grand succès, mais a quand même eu cette charge-là d'avoir une équipe sur les épaules pendant plusieurs années avec les Hornets de Charlotte. Donc, est-ce que c'est eux? Puis Jaylen Brown, qui dans l'absolu, c'est un joueur qui est quand même 3e choix au repêchage en 2016, 20 points de moyenne, très bon défenseur, bon shooter à 3 points. Donc, tu as un Jaylen Brown qui est dans la discussion pour le match des étoiles aussi, puis Gordon Hayward. Donc, Hayward avec sa blessure, ce qui fait que, en quelque part, quand ça devient important, est-ce qu'on s'appuie sur Tatum ou on s'appuie plus sur Walker ou on s'appuie plus, là, Jaylen Brown nous fait un excellent match, est-ce qu'on va à lui? Je pense qu'il y a une certaine indécision qui fait en sorte que ça ne doit pas être évident à chaque instant pour les joueurs des Celtics, contrairement, par exemple, à une équipe comme Denver, où de toute façon, c'est clair qu'on va aller avec Murray-Jokic, des actions de pick and roll ou de main à main avec ces deux joueurs-là. Il y a un moment donné où Murray comprend que, Jokic est chaud, on va lui donner la balle 3 ou 4 possessions en ligne, il va nous donner quelque chose. Ensuite, on va retourner à Murray, puis on va un peu s'échanger les rôles, comme ça. Même chose pour James et Davis. Avec les Celtics, on va à qui, en fait? Puis moi, je trouve que c'est ça qui me frappe quand on les voit. C'est que pendant des fois un quart, tu vois pratiquement pas Tatum, ou même une demi, comme le dernier match. Et puis à un moment donné, là, tu vois Tatum, mais tu vois plus du tout Kemba Walker. Puis pendant ce temps-là, ou alors les deux sont bons, ça va plutôt bien, mais là, tu te dis, ça fait au moins 15 minutes que Jaylen Brown, il touche pas le ballon. Donc, c'est pas évident de les hiérarchiser, ces joueurs-là. Puis ça leur crée une belle profondeur, c'est une belle qualité de leur équipe, mais c'est un couteau à double tranchant d'une certaine façon aussi. On peut poser, je pense, la même question du côté des Raptors. On a une option 1 qui est Siakam, mais c'est pas nécessairement un 1A pour le moment, comme Kawhi était un 1A pour les Raptors. Et c'est tout le temps la question avec les formations qui jouent bien en équipe.
mais qui n'ont pas un gars à qui tu peux dire, ben parfait, ça c'est un closer. À la fin du match, on lui envoie le ballon tout simplement, comme c'est le cas avec les Lakers, entre autres, qui en ont 2, imaginez, avec LeBron et Anthony Davis. Messieurs, c'est le temps pour les prédictions du match de ce soir entre les Celtics et le Heat, à commencer par Max, avec qui j'aurai la chance de décrire ce match ce soir. Est-ce que le Heat termine ça en 5 ce soir, Max? Ah, c'est difficile à dire, tu sais. Comme Charles le mentionnait, cette Non, c'est série-là, pas on dirait difficile à c'est dire, marqué. Max. Non, Oui mais c'est. ou non? Moi, je veux qu'il y ait un match numéro 7, fait que je vais dire que Boston va gagner ce soir parce que je pense que c'est une belle série. Puis le plus de matchs qu'on fait, le plus de matchs que les gens peuvent voir, Ouais. c'est surtout une série extrêmement serrée. Là, comme Charles le mentionnait, en 4 matchs, si tu cumules le score des 2 équipes, c'est une partie nulle. Donc, ça démontre là, à quel point les 2 équipes se complémentent super bien. Donc, je vais y aller avec une victoire de Boston ce soir par 5. OK. Charles? Je vais avec une victoire de Boston aussi. Je ne mets pas de score parce que je trouve que le score ne veut rien dire de toute façon. Mais une victoire de Boston parce que je pense que ce genre d'équipe-là aussi a la tendance à mettre le pied sur le gaz quand c'est important. Puis ce soir, ben, ça commence à être vraiment important, sinon ils sont en vacances demain. Donc, je m'attends à quand même une victoire de Boston. Puis je pense quand même que, comme je disais, je lève vraiment mon chapeau à Miami. Je trouve que c'est exceptionnel, mais ils sont déjà au-delà des attentes envers leur équipe. Et je pense qu'il y a quand même potentiellement, peut-être je peux me tromper bien entendu, mais un léger retour sur terre pour eux. Leur fiche depuis le début des séries, je pense que c'est 11-2 maintenant. En ayant quand même affronté les Bucks et les Celtics sur 9 de ces matchs-là. Donc, je pense quand même que Miami est vraiment là en surperformance. Et ça, ben, chapeau à tous leurs joueurs puis à Eric Spoelstra. Mais il y a éventuellement peut-être un moment où Miami va peut-être être 5-10% moins bon que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et si ça devient le cas, c'est assez pour que ça se renverse du côté des Celtics, vu à quel point la série est contestée depuis le début. Très intéressant, messieurs. Pour ma part, je pense que pour une des premières fois, je veux dire Go Heat, et je m'explique, il y a vraiment une histoire qui implique moi et ma femme. Notre première date ever, à peu près, c'était le match numéro 7 entre les Spurs et le Heat en 2013. Et lorsque j'ai demandé à ma future femme, finalement, de venir avec moi dans cette date-là, je lui ai dit, écoute, si le Heat gagne, parce que c'était une fan du Heat, parce qu'elle va souvent à Miami, si le Heat gagne, je paye. Et si les Spurs gagnent, tu payes. Alors, devinez qui a payé. Eh bien, c'était moi. Et ça fait plus de 7 ans maintenant et on est mariés. Donc, tout ça en raison de cette victoire du Heat de Miami. Donc, peut-être pour une des rares fois, là, je vais y aller avec le Heat de Miami ce soir pour passer en finale. C'est une équipe que j'aime beaucoup voir performer. Messieurs, il reste peut-être une dizaine de minutes. On a eu l'idée, à la suite d'une discussion d'environ 1 heure dans le stationnement entre moi et Charles, après le match numéro 3 entre les Lakers et les Nuggets, on y va d'une nouvelle chronique qui s'appelle Basketball 101. Et cette chronique-là, en fait, on veut prendre un item, exemple, mais pour le moment, ce sera les écrans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un écran? Donc, ça, c'est pour ma mère, exemple. Je la salue. Allô, Joanne. Qui ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'est un écran. Donc, on va avoir un 101 pour savoir exactement ce que c'est. Et pour les gens qui savent déjà ce que c'est un écran, on va y aller avec un basketball 102, puis un basketball 103. Donc, tout le monde va avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Comme je l'ai dit, Charles, donc le thème pour cette balado aujourd'hui, les écrans. Est-ce que tu peux expliquer à ma mère, Joanne, qu'est-ce qu'un écran au basketball? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'un écran illégal? Parce qu'on ne peut pas faire ça de n'importe quelle façon. Donc, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qu'un écran. Eh bien, Joanne, un écran, c'est un joueur offensif qui va aller se placer dans le chemin volontairement d'un joueur défensif en créant du contact avec lui pour l'empêcher de suivre son joueur. Ça peut être le joueur qui a le ballon ou un joueur qui ne l'a pas, de manière à ce que le joueur offensif qui reçoit l'écran puisse prendre avantage de son défenseur, soit en allant vers le panier ou en allant dans une direction vers la ligne de 3 points. Donc, au sens large, l'écran, c'est ça. C'est de vraiment se placer dans le chemin avec contact. De l'obstruction planifiée, finalement.
C'est une obstruction planifiée exactement qui ne peut pas être faite n'importe comment. Si je fais une analogie peut-être avec le football, ben, au football, on n'a pas le droit parce que c'est facile de frapper un demi de coin pour libérer un receveur de passe, mais on sait que les équipes ont beaucoup de jeux où il y a de l'obstruction planifiée semi-accidentelle qui fait en sorte qu'on peut difficilement empêcher un joueur de recevoir le ballon. Donc, c'est le même principe au basket, de manière à ce que ça ouvre des situations de tir ou alors que ça force des rotations compliquées, des choix défensifs, de dire ben, qu'est-ce qu'on fait, comment on va défendre tel ou tel joueur, est-ce qu'on va changer de joueur pour le défendre, est-ce qu'on va juste offrir un peu de support ou pas trop, est-ce qu'on emmène un troisième, un quatrième joueur défensif dans une rotation. Donc, il y a plein d'options qui découlent du fait de poser des écrans et la grande majorité, bien entendu, des systèmes offensifs sont basés sur des situations où on donne les écrans parce que c'est souvent plus plus facile de prendre avantage d'une défense en créant ces petits avantages-là avec les écrans que simplement de donner le ballon à un joueur et dire ben, vas-y 1 contre 1 puis essaie de battre ton joueur avec le ballon. C'est pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne bien quand tu es James Harden qui a peut-être le meilleur taux de l'histoire de la NBA en termes de 1 contre 1, mais c'est pas la façon la plus simple de jouer au basket pour la majorité des équipes. Et ça crée des avantages également. Donc, on peut poser un écran, exemple, pour permettre à un gars comme LeBron d'être surveillé par un petit joueur, par un plus petit joueur, peut-être un joueur qui est moins costaud, moins mobile également. Donc, est-ce que ces écrans-là, est-ce que c'est toujours planifié où il y a un joueur qui a le ballon, disons le meneur de jeu, et il a le ballon, il peut demander à un joueur de venir vers lui pour poser un écran, ou c'est toujours planifié avec les systèmes de jeu? Non, c'est pas toujours planifié. Souvent, c'est ce qu'on va faire par défaut aussi dans les fins de possession, même si souvent le meneur de jeu il va annoncer un système. Si on voit Kemba Walker avec Boston, par exemple, va souvent en annoncer 2 quand on le voit annoncer le système 11, quand il annonce 11. Ça veut dire donc un double écran pick and roll en haut pour lui. Donc, différents types d'écrans peuvent être posés en fonction du système qui est annoncé, mais il reste que les bonnes équipes défensives éventuellement vont se préparer, réagir, te l'enlever, puis vont te forcer éventuellement à dire ben, OK, maintenant il te reste 8 secondes, qu'est-ce que tu fais dans la fin de ta possession? Et souvent, on va revoir les joueurs dominants des équipes, redemander un écran de manière à avoir certaines choses sur lesquelles ils peuvent retomber, certains repères qu'ils connaissent pour dire ben, on va obtenir tel tir ou tel tir pour terminer notre possession. Donc, le système est prévu souvent pour des écrans, mais on va en rajouter à la fin si le système a été cassé par la défense. Charles, passons à Basketball 102 et il va être question de pick and roll ou écran et roll en bon français. Oui, donc on va voir les schémas qu'on avait construits là-dessus. Donc, le principe du pick and roll, c'est de poser écran. Donc, c'est écran sur ballon. C'est le joueur qui a la balle. Donc, ici, sur le schéma qu'on a, et je me suis même amusé à mettre les petites couleurs pour que ça soit réaliste. Les Nuggets de Denver contre les Lakers, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Le pick and roll peut avoir lieu à plusieurs endroits sur le schéma actuel. Il y a lieu dans le milieu du terrain. Donc, on peut imaginer Jamal Murray qui serait le 1 encerclé en bleu avec le ballon, Jokic qui serait le 5 et les joueurs 2, 3, 4 qui seraient répartis autour du terrain pourraient être alignés de différentes façons. Et dans la situation présente, ben, Jokic qui va venir poser un écran sur le défenseur de Murray. Donc, on voit ici son écran sur le 1 violet. Murray qui, avec la ligne diagonale un peu, la ligne zigzag, pardon, qui va dribbler pour attaquer, pourrait peut-être obtenir un tir. Si, par exemple, le 1 violet passait en dessous de l'écran, ça va lui donner de l'espace. Si le 1 passe au-dessus, ben forcément, ça va forcer le défenseur 5 violet probablement à s'impliquer, à freiner le ballon. Et le 5, Jokic, donc bleu, qui a posé l'écran, lui, avec la flèche, va plonger vers le panier. Ce qui veut dire qu'on pourrait lui donner la balle pour marquer et on va mettre le dé dans une situation difficile de dire ben, est-ce que je laisse Jokic, par exemple, plonger et marquer? Donc, ou si je me commets sur lui et je fais cette rotation-là, ben, on voit le 2 bleu qui pourrait, par exemple, dans cette équipe-là, être un joueur comme Jeremy Grant, ça pourrait être Monte Morris, exemple, s'il est sur le terrain, Gary Harris aussi. Le 2 va remonter pour créer une situation complexe pour le 2 derrière. Donc, si on passe au prochain schéma, on va voir la situation finale que ça donne avec Murray qui pourrait continuer son dribble jusqu'au panier, comme on le voit avec la ligne zigzag, pourrait faire la passe à Jokic parce que le 5 est en train de se commettre un peu sur lui. On voit que le 1 qui défend Murray a un temps de retard là-dessus et on pourrait aussi faire la passe à, par exemple, Gary Harris qui serait le 2 pour un tir à 3 points si le défenseur de Harris s'est commis sur Jokic. Donc, la situation de pick and roll qui est bien entendu, là, ça c'est du 102, il y en existerait des centaines, voire des milliers, mais c'est une situation basique qu'on va voir beaucoup si on regarde les Nuggets jouer, on va voir cette situation-là arriver régulièrement.
parle maintenant pour Basketball 103 en 2 minutes parce que je sais que le temps nous presse. Donc, l'écran pourrait aussi être posé à l'opposé du ballon. Donc, on voit ici, j'ai mis vert et noir parce que les Celtics utilisent beaucoup ça contre le Heat. Donc, on imagine Kemba Walker étant le 1 vert ici encerclé avec le ballon, le 5 étant probablement Daniel Theis ou Robert Williams. Et le 3 à l'opposé, on l'utilise souvent pour Tatum. Ça pourrait aussi être Brown et Hayward, bien entendu. Donc, on aurait ici une situation où Theis va aller faire écran sur le joueur de Tatum qui, lui, va sprinter vers le ballon de manière à recevoir une passe de Walker, pourrait tirer à 3 points si son temps d'avance et son avantage est assez grand. On a espacé 2 et 4 là, qui seraient peut-être, comme je disais, l'autre de Brown ou Tatum et peut-être Gordon Hayward sur le côté opposé du ballon. Et ben là, on va voir qu'est-ce que le défenseur de 5, le défenseur de Theis va faire. S'il se commet un peu sur Walker, Theis va lui plonger au panier par la suite. Il plonge au panier pour recevoir une passe. Tatum peut attaquer avec un temps d'avance. Si jamais le défenseur de 4 se commet sur le 5, on pourrait peut-être faire la passe à 4. Si le 2 fait la rotation sur 4, la balle va peut-être aller dans le coin pour le joueur 2. Donc, vraiment beaucoup d'options qui peuvent être découlées juste d'une situation d'écran à l'opposé au début. Donc, bien entendu, on pourrait poser 2 écrans à l'opposé. On pourrait faire plein de systèmes à partir de ça. Mais juste l'avantage que ça va créer à un joueur de qualité comme justement Jason Tatum va lui ouvrir des options à partir desquelles il va pouvoir faire des choix. Très intéressant. Donc, tout le monde a quelque chose à se mettre sur le dent, que ce soit ma maman pour le basketball 101, 102 ou 103. Donc, on va te demander, évidemment, d'y aller avec quelques présences dans le balado du Centre-Ville au cours des prochaines semaines, prochains mois également, pour amener peut-être un aspect plus stratégique donc à ce balado pour que les gens à la maison puissent comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain quand ils regardent les matchs sur les ondes de RDS et RDS2. D'ailleurs, Max, on se retrouve dans quelques heures à peine pour le match numéro 5 entre les Celtics et le Heat, match qui sera présenté donc vendredi le 25 septembre. Là, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, ça sera présenté sur les ondes de RDS. Donc, Charles Dubébret, je te remercie infiniment pour ta présence. Au plaisir de te retrouver à nouveau au balado du Centre-Ville. Et pour notre part, on se retrouve, comme je le mentionnais, plus tard ce soir. Donc, vendredi 25 septembre pour le match numéro 5 entre les Celtics et le Heat. Sinon, on se retrouve vendredi prochain pour une autre édition du balado du Centre-Ville.